Hello, hello. Normalement, là, on est en live sur Facebook. Salut Fanny. Salut Corinne, Ça va? Comment vas-tu? ça va bien, merci, je te remercie. Merci beaucoup de m'inviter. Mais non, avec Très grand ravie. plaisir d'avoir accepté mon invitation. Je vérifie juste qu'on est bien en live sur Facebook aussi pour voir si tout va bien. Yes, ça y est. Ça y est, ça y est, ça J'ai y est. l'impression que ça fonctionne. Nickel. Ouais, top, nickel. On va attendre un petit peu que tout le monde se connecte doucement parce qu'il y a toujours un décalage et une annonce. Euh, ouais, à chaque fois en retard. Donc, on va voir ce que ça donne. Je vois qu'il y a du monde qui se connecte, donc c'est top. Et puis après, on peut commencer. Alors déjà, merci. Merci à toi d'avoir accepté mon invitation sur le deuxième instant portrait. Ce que j'expliquais lors du premier, c'est que j'avais envie de partager avec ma communauté. Alors là, c'est sur ma page Facebook Pro, mais après, ça va être en exclusivité dans ma communauté Oser ses rêves. Leader et entrepreneur inspiré et inspirant. Et en fait, là, c'était vraiment pour partager avec toutes les personnes qui me suivent, des personnes qui sont des parcours qui ont des parcours inspirants, tu vois, qui ont osé faire le grand saut, qui ont osé leur changement, qui ont osé leur rêve finalement. Et je trouvais, de par ton parcours, que c'était très intéressant que tu partages tout cela avec nous. Donc encore merci d'avoir accepté l'invitation. Bah, je suis ravie, surtout si ça peut inspirer, tant mieux. Je suis assez humble de ce côté-là parce que je ne suis pas sûre que ça puisse vraiment être inspirant, mais c'est vrai que c'est le côté entrepreneurial est assez challenging et je pense que ça peut être en tout cas intéressant d'avoir des retours et des Tout à témoignages. fait. Yes, tout à fait. C'est vraiment pour ça que voilà, que je voulais faire ça et avoir tes retours justement de l'entrepreneuriat. Je vérifie que ça bug pas trop sur Facebook. Je ne sais pas si toi, tu as le retour Facebook aussi. J'ai le retour Facebook avec un petit décalage, mais j'ai l'impression que ça fonctionne plutôt bien. Ok, bon, bah écoute, parfait, parfait, parce que moi, ma connexion, on dirait qu'elle saute un peu. Donc, première question classique que je pose, c'est un peu, bah, finalement, qui es-tu, Fanny? Qui es-tu, Fanny? Alors, j'ai 37 ans. Ok. J'habite à Poissy, en Île-de-France, donc en Mhm. France. Et j'ai deux enfants. Je suis donc maman de deux petites filles de 6 et 9 ans. Et aujourd'hui, à mon compte depuis un an, avec une entreprise, une micro-entreprise, Les Bonnes Questions. Ok, Je suis maman et je suis avant tout aussi, pas avant tout, mais avant d'être maman, je suis passionnée par l'éducation et la pédagogie. Et c'est ce qui m'a guidée en fait tout au long de mon parcours. ok. Ok, super. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à comment tu es arrivé sur ce parcours-là et à faire finalement, à créer les bonnes questions? C'est pas évident. C'était pas évident, mais même si finalement, moi j'arrive très bien à l'expliquer maintenant, je trouve que tout s'imbrique et tout fait Mhm. sens. Mais sur le moment présent, c'était pas forcément très fluide. En fait, je suis donc issue d'une famille asiatique, d'origine asiatique, comme on peut le voir, Mhm. et avec cette histoire, et puis aussi, alors après, je ne sais pas si oui, c'est forcément culturel, mais c'était aussi très intrinsèque à ma famille, avec une idée du parcours professionnel assez classique et exigeant, Tout à fait. visant l'excellence. Et l'excellence pour mes parents, c'était bon, forcément avoir de bonnes notes à l'école, faire des longues études, et pas n'importe lesquelles, des études à l'époque qui étaient soit scientifiques, soit commerciales, qui allaient forcément me donner un avenir stable financièrement et en fait, financièrement, c'était ce qui comptait beaucoup, hein, Ouais. parce que si on avait les sous, si on a les sous, et c'est aussi encore l'esprit de beaucoup aujourd'hui, si on a les sous, le reste suit. Du coup, moi, j'ai suivi ça. Hein, j'étais plutôt bonne à l'école. J'ai eu mon bac scientifique parce Mhm. que
Le bac scientifique à l'époque, ça t'ouvre toutes les portes. Donc, on a tous fait un bac scientifique, mes frères et moi. Ils sont partis dans une des plus grandes écoles de commerce. Alors, eux deux étaient bien lancés. Moi, je suis arrivée la petite dernière en disant, oh là là, je ne sens pas trop là quand même à ce niveau-là. Donc, j'avais 17 ans. L'école de commerce, là, c'est ma limite. Je voyais que ce n'était pas du tout fait pour moi. Même si je m'en rends compte aujourd'hui que je n'avais aucune idée de ce qu'était une école de commerce. Pour moi, le commerce, c'est vendre, en fait. Voilà. Complètement. Tout à fait. On est mal aiguillé souvent à cet âge-là. On ne sait pas ce que c'est finalement et où ça nous amène. Donc, c'est compliqué de choisir. Très mal informé. Donc, il y a beaucoup de vocabulaire autour de l'orientation, mais très peu de définitions derrière, très peu de retours et de témoignages aussi. Aujourd'hui, heureusement, ça commence à se développer. Tout à fait. En tout cas, voilà, pour moi, l'école de commerce, ça ne me parlait pas du tout. Je n'avais pas envie de vendre. Pour moi, ce n'était pas quelque chose qui me parlait. J'étais pris entre deux eaux, c'est-à-dire il fallait absolument pas que je fasse plaisir, mais en tout cas que je m'adapte aussi à l'éducation de mes parents. Et puis, je savais que j'avais énormément de chance aussi de pouvoir faire des études longues et d'être accompagnée. Donc, il fallait que je fasse attention et que je prenne cette chance qu'on me donne. Et en même temps, il fallait aussi que ça me corresponde. Tout à fait. Donc, j'ai trouvé un compromis, un entre-deux, que je ne regrette pas du tout aujourd'hui. Mais en tout cas, je regrette d'avoir fait le choix ainsi. C'est-à-dire, j'ai choisi une école qui était à côté de chez moi parce que c'était facile et confortable. Je n'avais pas trop à chercher comme ça non plus. Elle était apportée comme sur un plateau. J'avais le choix entre deux écoles. Une école de biologie, je me suis dit, ah tiens, faire de la recherche, ça me dit bien. Ou l'ISTAM, une école d'ingénieurs, donc d'agrodéveloppement que tu connais. Très bien. Oui, un petit peu. Un petit peu. Je me suis dit, ah, ça a l'air chouette, ils font des stages à l'étranger. J'ai un copain de mon frère qui l'a fait, qui m'a dit, c'est génial, tu vas t'éclater. Allez, ça mélangeait un petit peu tout. À la fois, il y avait le côté ingénieur pour faire plaisir à mes parents. À la fois, il y avait le côté très terrain qui me plaisait moi parce qu'à l'époque, tout ce que je savais, c'est que je ne voulais pas faire un métier dans la vente, dans la finance ou en médecine, comme voulaient mes parents. Moi, ce que j'avais en tête, je n'avais pas d'idée précise, mais je voulais aider. Alors, ça fait un peu bisounours, mais en tout cas, c'était bien le cas. J'avais envie de me sentir utile. C'était ce qui m'importait à l'époque et encore aujourd'hui. Je voulais me sentir utile, servir à quelque chose. Et du coup, je me suis dit, tiens, cette école-là, de par son action très, très terrain, avait ce côté-là. Donc, je suis partie faire cette école d'ingénieur. Et j'en ai profité lors des stages de chaque année pour aller faire des stages dans des centres de recherche, dans des ONG, pour pouvoir un petit peu déjà tâter le terrain sur ce que je pouvais faire plus tard. Et après mon diplôme, j'ai fait un service civique, aujourd'hui qui existe encore d'ailleurs. Donc moi, j'étais dans la première promotion du service civique, donc 9 mois de volontariat pour aider des collectivités et des associations. Et ça a été pas une révélation parce que c'était déjà un petit peu en moi, mais en tout cas une confirmation. J'ai pu apporter mon aide à des assos, à des centres de loisirs pour enfants, à des centres pour enfants autistes, dans des fermes pédagogiques aussi. Et tout de suite, voilà, j'ai trouvé ma place en fait dans ce type de projet-là, dans des projets qui faisaient sens pour moi en tout cas. Et je me suis dit, je me lance, je veux travailler dans le secteur associatif, dans la solidarité internationale. J'ai trouvé mon premier travail dans la solidarité nationale et dans une association nationale d'éducation populaire. Et donc là, c'est là où j'ai fait la rencontre de la solidarité d'une part et de l'éducation populaire d'autre part. Et depuis, en fait, ça ne m'a jamais quittée. J'ai travaillé pendant 15 ans dans le secteur associatif et dans le management de projets éducatifs plus particulièrement. Ok, super. Alors, ce qui est chouette dans ton parcours, c'est que finalement, même si à un moment, il y avait cette pression un peu familiale que je comprends et ça résonne complètement en moi parce que j'ai eu la même chose, il fallait dans la famille, plutôt dans une famille asiatique, être plutôt ingénieur, voire médecin. Moi, je n'avais même pas le choix du commerce, tu vois.
Et donc, ça résonne complètement. Et en fait, ce que je trouve chouette, c'est que tu as su assez tôt, finalement, même si tu allais vers l'ISTOM, vers cette école d'ingénieur agroéconomiste, bah, tu savais quand même ce que tu voulais. C'est-à-dire il y avait ce lien d'aider qui était là, de faire quelque chose qui était toujours là. Et tu as quand même, à la fin de l'ISTOM, très rapidement trouvé, entre guillemets, ta voie, si je comprends bien. Ça reste, tu as toujours fait ce parcours associatif qui te tenait à cœur. C'est vrai, mais tu vois, c'est parce que avec du recul, j'arrive à trouver le lien dans tout ça. Ouais. Aujourd'hui encore, quand je présente mon CV, voilà, les gens me disent c'est hyper intéressant, j'ai besoin d'en savoir plus. Parce que pour eux, en fait, sans l'explication, il n'y a aucun lien entre une école d'ingé, un service civique et travailler dans une asso pour d'éducation. A priori, comme ça, il n'y a aucun lien. Et Ouais. c'est vrai que c'est de par ma personnalité, mes envies, que j'arrive aujourd'hui à l'expliquer et à donner un sens en fait à toutes ces années. Mais voilà, à part sur le papier, finalement, on comprend pas bien le sens. Et c'était pas si facile que ça parce que c'est une des difficultés que j'ai eues et que j'ai encore, c'est que on ne peut pas nommer en fait ce que je fais, ce que j'ai envie de faire. Je suis pas boulangère, médecin ou je sais pas, ou banquière. Aujourd'hui, il n'y a pas de statut à ce que je fais. En fait, il n'y a pas de nom à mon métier, ce qui est très difficile, ce qui a été très difficile à assumer. Déjà, une difficulté à identifier ce problème-là, à Ouais. identifier que c'était un problème. Mhm. Mais effectivement, quand on me demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, bah, il me faut 10 minutes en fait pour expliquer ce que je fais dans la vie parce qu'il n'y a pas de nom. Et alors, effectivement, après, je faisais partie de ces nouveaux métiers où chargé de développement, chargé de projet, responsable de département, manager de projet. Mais en fait, finalement, ça ne veut toujours rien dire. Manager de projet dans les cosmétiques, dans les salades, dans les culottes ou dans l'éducation, a priori, on donne exactement le même nom, mais on ne sait toujours pas ce que je fais de mes journées. Ouais. Et ça, je trouve que c'est particulièrement difficile pour ces métiers-là parce qu'on ne peut pas les nommer. Ça crée du coup tout de suite une distance avec les gens. Et encore aujourd'hui, tu vois, en tant qu'auto-entrepreneur, Pôle emploi ne sait pas où me caser. Ouais. L'URSSAF ne sait pas non plus où me caser. Donc, j'ai changé de code NAF au moins 4 fois parce qu'ils disent ah ben non, vous n'êtes pas animatrice parce que animatrice, nous c'est centre de loisirs. Ah bah vous êtes plutôt éducatrice. Ah non, c'est pas du tout, Ah non, c'est c'est pas pas ça. du tout éducatrice. Ouais. Donc je t'expliquerai après exactement ce que je fais, mais je ne rentre dans aucune case et du coup c'est très très compliqué, je trouve aujourd'hui vis-à-vis de l'extérieur, mais même vis-à-vis de soi, parce que même si on peut être convaincu de qui on est et ce qu'on a envie de faire, bah, quand on n'est pas aidé, parce qu'on n'a pas on ne peut pas poser des mots dessus, ça aide pas et on se remet en question extrêmement souvent du coup. Ouais, tout à fait. Je comprends tout à fait ce côté-là où finalement, même si tu sais ce que tu fais, pourquoi tu le fais toi, et que autour de toi, dans ton entourage ou bah, dans le milieu professionnel, il y a beaucoup de métiers comme ça, hein, où finalement, il n'y a pas de nom pour ces métiers. Que ce soit certaines thérapies brèves ou, tu vois, soit c'est pas reconnu, soit le nom n'est pas clair, soit on peut pas utiliser ces noms-là. Enfin, c'est très compliqué. Il n'y a pas un terme spécifique et je trouve, de par mes échanges avec plusieurs personnes là, qui sont quelquefois en transition de vie et qui cherchent à faire tel ou tel métier, il n'y a pas une définition pure du métier qu'ils veulent faire. Parce que j'ai l'impression qu'on est de plus en plus ouvert à faire un peu une multitâche, tu vois, entre guillemets, et des choses qui nous plaisent. Donc, il y a pas, c'est pas juste je fais que du commercial ou je fais que du développement ou je fais. Ouais, c'est assez compliqué et c'est pas évident quand. Par rapport à notre identité, je pense. Même si on sait profondément qui on est, quelquefois, le fait de ne pas pouvoir le partager clairement aux autres, ça peut jouer un peu sur notre identité, en tout cas sur l'image qu'on Complètement. projette. Sur Et notre si on identité n'en et a sur pas les conscience, confiances qu'on a en soi aussi. Pardon, exactement. je t'ai coupé. Exactement. Et si on n'en a pas conscience, quelquefois, ça peut peser jusqu'au moment où ça peut jouer sur la confiance en soi, etc., etc. Ouais, complètement. J'en profite pour te demander, du coup, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais exactement?
Alors après ces 15 années dans les associations, j'ai fait un gros bilan. Et effectivement, j'ai trouvé un lien, encore une fois, assez cohérent dans toutes ces expériences-là. Alors, je suis partie du constat, il y a à peu près maintenant 2 ans, que plus j'évoluais dans ce domaine-là, plus je devenais experte d'un domaine. Ouais. J'en étais très fière et très contente, mais en même temps, plus tu deviens expert de ton domaine et moins tu agis concrètement sur le terrain. C'est très paradoxal pour moi, c'est-à-dire que tu deviens expert, mais du coup, je me retrouvais dans des réunions géantes et interminables pour pouvoir donner les grandes lignes directrices des assos, du projet, des formations des salariés, des équipes, des bénévoles, pour atteindre un objectif général, très global et très flou aussi parfois. Mais au final, c'était plus moi qui intervenais auprès des jeunes, c'était plus moi qui faisais les formations de formateurs. Enfin, voilà, du coup, je me retrouvais 8 heures par jour derrière un fichier Excel. Et c'était vraiment pas ça que j'avais envie de faire. Plusieurs fois d'ailleurs, 3 fois dans mes 15 années dans mes 15 années professionnelles dans les associations, j'ai changé de poste en rétrogradant. Ah oui. Et à chaque fois, on me disait, mais pourquoi tu veux venir dans cette association-là, et surtout, pourquoi tu veux ce poste-là, parce que c'est pas du tout ton niveau, en gros. Et c'était aussi très dur à expliquer en disant, mais en fait, moi, je ne cherche pas à avoir une responsabilité particulière ou quoi que ce soit, je cherche à être en accord avec ce que j'ai envie de faire. Et donc, cette mission-là me plaît, c'est ce pourquoi j'ai envie de travailler. Même si peut-être que vous me voyez dans autre chose. Et en fait, ça ne loupait pas à chaque fois. 6 mois après, hop, on me montait sur un autre poste. 6 mois après, on me remontait sur un autre poste pour arriver au même niveau, voire plus haut à chaque fois. Et je revenais là où j'avais envie d'être. Et puis, on me remontait et je revenais. Donc, j'ai fait ça 3 fois. Avec toutes les conséquences que ça a, parce que forcément, c'est pas juste pour faire les missions que j'ai, il y avait aussi une très très forte baisse de salaire en parallèle, ce qui après, voilà, ça déclenche pas mal de choses pour la famille, pour mon conjoint, pour aussi l'image sociale que tu renvoies auprès des autres qui ne comprennent pas forcément tes choix. Donc, il y a pas mal d'obstacles comme ça qu'il faut surmonter. Et puis, alors, du coup, au bout de 15 années, je me suis dit, j'ai envie vraiment d'être à la place où j'ai envie d'être, c'est-à-dire auprès des personnes, parce que je suis toujours dans cette recherche-là, un peu égoïste en fait, aussi, de reconnaissance, d'être utile, de servir à quelque chose. Donc, j'ai besoin d'avoir ce miroir dans ce que je fais, où on me dit, où je sens que je sers à quelque chose très vite et très, très concrètement. Donc, j'avais envie de pouvoir revenir sur le terrain. Et du coup, pour ça, moi, je n'ai trouvé que cette solution-là aussi, que de faire quelque chose de local. Pour avoir travaillé uniquement dans des associations du coup nationales, il fallait que je revienne à des projets locaux. J'avais aussi une très très forte envie de rééquilibrer ma vie professionnelle et ma vie personnelle, chose qui est très courante aujourd'hui non seulement je trouve à cette époque, mais aussi dans notre génération. Tout à fait. À nos âges, à nos âges et à cette époque, on se rend de plus en plus compte de l'importance de cet équilibre-là. Et voilà, forte de ces 2 constats-là, c'est-à-dire me réaligner moi professionnellement avec ce que j'ai vraiment envie de faire, forte aussi de les compétences que j'avais acquises durant les 15 années, et puis de mes 2 petites filles qui avaient envie que je sois un peu plus disponible, et moi qui avais envie aussi d'être plus présente pour elles. Je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Donc, j'ai pas fait ça tout de suite. J'ai construit pendant à peu près 1 an, pendant mon salariat. Et j'ai profité justement d'un changement de contrat pour leur dire non, je m'arrête là en fait, et je me lance. Et donc, je me suis lancée en janvier 2020. C'est pas la meilleure année, mais en tout cas, c'est fait. Et je propose aujourd'hui tout ce que j'ai appris en fait durant ces années, c'est-à-dire des ateliers, des stages pour les enfants et les adolescents à développer pour qu'ils puissent développer leurs compétences transversales.
Ouais, puisque c'est bien. moi, mon combat aujourd'hui, c'est vraiment de montrer aux enfants que, donc ça fait écho quand même à mon enfance aussi, hein, finalement, de montrer aux enfants que la réussite, elle n'est pas uniquement scolaire et professionnelle, elle est aussi personnelle. Et Complètement. quand, une fois qu'on dit ça, en fait, la réussite, elle est 360 et surtout, elle est très intime finalement et qu'il va falloir la chercher soi-même et que ce n'est pas une réussite sociale telle qu'on l'entend aujourd'hui, en tout cas telle qu'elle est valorisée par la société aujourd'hui. Et que pour moi, il faut absolument passer par un rééquilibrage, en tout cas des compétences. Il y a les compétences académiques, lire, écrire, l'histoire géo, toutes ces compétences-là sont essentielles et ultra importantes. Mais pour moi, il va falloir revaloriser dans la société, mais aussi pour soi, les autres compétences qu'on a et qu'il faut développer. La capacité d'adaptation, la capacité à bien communiquer avec les gens, à gérer ses émotions, à coopérer, à avoir de l'empathie, à développer son estime de soi et donc sa confiance en soi par la suite. Et tout ça, pour moi, sont des compétences essentielles si on veut vraiment réussir. Parce que, voilà, je pense que je ne choque personne en disant que uniquement avoir des bonnes notes à l'école, ça ne fait pas de nous quelqu'un d'heureux. Tout à D'avoir fait. un super Tout à bon poste bien payé dans une multinationale, ça ne nous rend pas non plus très heureux. En tout cas, que ça, uniquement ça, ce n'est pas réussir. Donc, c'est réussir peut-être sa carrière professionnelle, mais en tout cas, peut-être pas réussir sa vie. Et je pense que voilà, c'est essentiel pour moi de revenir à ces bases-là. Et comme j'ai un attachement très, très particulier à la pédagogie et donc aux enfants et aux adolescents d'une manière générale, je propose des ateliers très spécifiques pour ce public-là. Bah, écoute, moi je trouve que, et c'est pour ça que vraiment que je voulais que tu partages ça avec nous, c'est que je trouve que ton parcours est très inspirant. Déjà parce que tu as su très vite, malgré ce que je te disais précédemment, la pression familiale ou ce qu'il faut faire, l'extérieur, etc. Tu as su très vite finalement trouver ta voie, te trouver et puis faire ce qui te plaît sans tenir compte finalement des regards des autres, etc., etc. Même si, voilà, je dis pas que c'est facile et tu as dit toi-même que c'était pas forcément facile, mais tu as réussi à le faire. Et surtout, ce que j'aime beaucoup dans ton parcours, c'est ça, quoi. C'est que les soft skills, ce qu'on appelle finalement les soft skills, c'est de plus en plus important et même dans les plus grandes sociétés, on se rend compte que ça prend de la valeur. C'est important de le mettre et c'est un gage aussi de performance et de bien-être dans les compagnies. Parce qu'on s'est aperçu que ben voilà, les paradigmes ont changé par rapport au temps de nos parents où à l'époque, ben, on devait avoir des bonnes notes, quelquefois être dur, ne pas être humain, voilà, et puis avancer comme ça dans la même compagnie pendant 50 ans. On s'aperçoit que tout ça change. À la fois le parcours professionnel, ouais, on est en train d'axer les choses vers autre chose. On a envie d'un autre bien-être et pas qu'un bien-être professionnel ou une réussite purement professionnelle, tu l'as dit toi-même. On a envie de plus en plus, les gens ont envie de mettre plus plus de soft skills dans leur manière de travailler, plus de bien-être en général, plus d'empathie et puis concilier finalement beaucoup mieux la vie personnelle et professionnelle. Qui on est vraiment et qu'est-ce on veut montrer à la société. Donc, je trouve Oui, que toi, complètement. de par ce que tu proposes avec les bonnes questions, c'est ouais, c'est juste quelque chose qui est complètement dans la lignée en tout cas, de mon point de vue, de ce qu'il faut faire. Et ça commence par les enfants. Ça commence clairement par les enfants. Pour éviter justement ces douleurs qu'on retrouve quand on est adulte, quelquefois dans notre génération, quelquefois dans des générations plus jeunes, pour avoir accompagné des personnes qui étaient plus jeunes ou en des générations plus âgées, quoi. C'est vraiment voilà, pour éviter le burn-out, pour éviter des scénarios un peu catastrophiques au boulot, pouvoir se donner la chance des petits, aux enfants, aux adolescents de comprendre qui ils sont, comment ils fonctionnent, etc. Ça permet vraiment d'évoluer, de grandir d'une autre manière, quoi. Donc, c'est pour ça que j'avais vraiment envie que tu sois là parce que je trouve ça juste hyper intéressant et hyper inspirant. Même si tu dis, oh, je suis pas sûre que ça soit inspirant, je t'assure que c'est très inspirant. Je te remercie. Non, merci beaucoup. C'est important pour moi, effectivement, d'avoir des retours de professionnels comme toi dans le domaine, en plus,
parce qu'effectivement, je trouve que mieux se comprendre, s'autoriser à être soi et pour s'épanouir, c'est pas si évident que ça pour tout le monde. Aujourd'hui, je me rends compte à mes ateliers, donc je fais des ateliers de philosophie pour les enfants et des ateliers de développement personnel aussi. En fait, je me rends compte que je touche déjà un public, forcément, je touche un public déjà finalement convaincu. Ce sont les parents qui les inscrivent. Pas n'importe quel parent inscrit son enfant à un atelier de philosophie ou à un atelier de développement personnel. Ce sont des parents qui sont convaincus que de se poser les bonnes questions. Donc, petite parenthèse pour pourquoi les bonnes questions, c'est vraiment ça. Parce que je suis convaincue que ce n'est pas les réponses qui sont importantes, mais ce sont vraiment les questions que l'on se pose. C'est que les parents qui inscrivent les enfants aux ateliers Les Bonnes Questions sont déjà convaincus que s'interroger sur soi et s'interroger sur le monde est déjà un premier pas. Et donc, c'est vrai que je suis beaucoup entourée de personnes très, très bienveillantes autour de mon projet. Mais j'aimerais, vraiment mon souhait, c'est que ce soit quelque chose qui soit diffusé au plus grand nombre. Et c'est pour ça que j'interviens aussi, j'essaye en tout cas d'intervenir auprès d'un maximum de personnes, et notamment via les collectivités, par exemple les bibliothèques ou les écoles ou les centres de loisirs, parce que ce sont des enfants qui ne viennent pas forcément à mes ateliers, mais au moins là je suis sûre que tout le monde en profite. Exactement. Et c'est vrai que ça, c'est pas les interventions les plus faciles, parce que justement, ils n'ont rien demandé, ils sont pas là parce qu'ils en ont envie, mais ce sont les interventions qui ont le plus de sens pour moi. Ouais. Effectivement, ce sont des personnes qui sinon ne bénéficieraient pas de ce genre d'échange, en fait, tout simplement parce qu'on ne leur autorise pas de réfléchir à ces choses-là dans les ateliers de philosophie. On se pose la question de son identité, la question du bonheur, la question de la réussite. Justement, en janvier, c'est mon thème préféré. En janvier, ça sera qu'est-ce qu'une vie réussie? Donc, les ateliers philo vont tourner autour de cette question-là. Qu'est-ce que ça veut dire, réussir sa vie? Et c'est vrai qu'on ne pose jamais ces questions-là aux enfants. Ah ben non, pas du tout, tout à fait. Et pourtant, c'est assez étonnant. C'est vraiment très, très chouette de pouvoir faire ça avec eux. Et donc, comme tu dis, de le faire le plus tôt possible, je trouve que c'est bien pour eux aujourd'hui, et ça sera très, très utile pour eux plus tard. Complètement, complètement. Si dès petits, ils savent se poser les bonnes questions, ils savent finalement qui ils sont. Ça revient un peu à ce qu'on avait dit lors de la première interview avec Ruth. Finalement, savoir son socle, savoir ses bases, ça permet vraiment de grandir différemment, complètement, et d'éviter ces écueils quelquefois qu'on peut avoir lorsque on s'est un peu perdu dans sa vie, notamment professionnelle, par exemple, complètement. Donc, ouais, tu nous as partagé tout ça. Quel a été, si tu devais nous donner un déclic qui t'a fait vraiment dire, allez, stop, là, ça suffit, je me lance, c'était quoi exactement ce déclic-là? C'était, je pense, une très, très forte envie de partager ce en quoi je croyais très, très fort, mais que je ne pouvais pas mettre en place dans le cadre dans lequel j'étais. Pas parce que j'étais privée de liberté dans mes assos, parce que j'avais de la chance d'être à des postes où je pouvais proposer des choses, mais en tout cas, ce n'était pas le lieu, ce n'était pas le moment, ce n'était pas la manière que j'avais envie de faire. Et c'est vrai que je me suis donné cette chance-là parce que c'est arrivé très, très peu de fois dans ma vie. Mais à ce moment-là, j'avais confiance en moi. J'avais confiance en mes capacités et j'avais confiance en mon idée. Et oui, vraiment, c'est pas arrivé souvent dans ma vie. Si on m'avait dit que je m'étais lancée dans l'entrepreneuriat il y a 2 ans, je t'aurais dit jamais. J'y avais souvent pensé et je me suis toujours dit c'est pas fait pour moi. Je sais pas faire, je sais même pas par quoi commencer. Vraiment, ça me semblait trop difficile, trop loin. Alors ça l'est difficile, mais en tout cas, il y a un moment donné dans ma vie où ça s'est rapproché et je me suis dit c'est maintenant. C'est maintenant parce que ça n'arrive pas si souvent que ça quand on y pense et qu'on se sent si près du passage à l'acte. Et je ne sais pas si tu en as forcément entendu parler, mais l'idée des 5 secondes, c'est-à-dire qu'il ne faut pas réfléchir beaucoup plus de 5 secondes parce que sinon, c'est un peu comme quand on se met au sport et qu'on se dit « Oh, j'y vais ou j'y vais pas, j'y vais ou j'y vais pas ». Bon, moi, dès quand je me fais ça, j'y vais pas, hein, clairement. Je prends des chips et je me suis sur mon canapé.
Et là, c'était un petit peu ça. J'avais cette idée-là, cette confiance en moi et en mon idée. Je me suis dit, là, il faut que j'y aille. C'est maintenant, parce que peut-être qu'après, ça sera trop tard. Et je risque de le regretter toute ma vie. Et je pense que c'est ça aussi. Si j'avais pas envie de regretter, euh, parce que je trouve que ouais, les regrets, c'est très dur, les regrets à gérer comme sensation. Donc, Tout à fait. je me suis donné cette chance-là. Et je regrette pas. C'est très dur, mais je regrette pas. Ouais, tout à fait. Je te rejoins. La plupart des personnes bah, que j'accompagne, etc., ou même moi-même, euh, le moment quand on me pose la question, au moment où qu'est-ce qui quel était le déclic, c'était vraiment au moment où je me suis dit, mais en fait, là, si j'y vais pas, je vais avoir, enfin, je vais regretter quoi. Si je vais pas, qu'est-ce que je vais dire à mes enfants? Ben, je l'ai pas fait. Maman, elle avait un rêve, mais en fait, elle a pas osé le faire. Oh, pourquoi? Donc, ouais, non, c'est souvent ça. C'est souvent un moment le regret devient plus présent et tu fais non, non, là, il peut plus être présent. Là il faut y aller, même si on est conscient que c'est pas forcément évident tous les jours, notamment en tant qu'entrepreneur, etc. Super. En parlant justement du fait que ça soit un peu difficile, quelle a été ou quelles sont peut-être encore quelques difficultés que tu peux nous partager? Euh, Moi, je pense que ce qui est le plus difficile, juste avant et encore aujourd'hui, mais alors ça, c'est très très personnel à son caractère et bien, forcément, c'est, je pense, la pression à la fois sociale, donc extérieure, et la pression que du coup je me mets à moi-même. Mais c'est forcément très très lié. Pour moi, le regard extérieur a peut-être a beaucoup d'importance, peut-être trop. Et du coup, voilà, je vois ma mère qui comprend pas trop ce que je fais, qui se demande encore pourquoi je me suis lancée. Surtout qu'on n'arrive toujours pas à dire ce que je fais vraiment. Donc, elle ne peut pas l'expliquer à ses copines, donc ça l'embête beaucoup. Donc, je fais toujours quelque chose de très, très flou. Mon conjoint qui me soutient de tout son amour, et franchement, s'il n'avait pas été là, ça aurait été encore plus difficile. Mais moi, je ressens aussi une pression de il faudrait que ça réussisse quand même parce que on a un foyer à tenir. Et puis tout mon entourage qui me dit que c'est génial, mais aussi qui me regarde un petit peu de loin en me disant on va voir ce que ça donne, parce que quand même, c'est pas facile l'entrepreneuriat. J'aimerais bien savoir où est-ce qu'elle va tirer. Donc il y a cette pression comme ça où il faut absolument que je réussisse. Et du coup, moi, ça me met encore plus de pression. Mhm. Et puis, bien évidemment, j'ai envie de réussir aussi. Et ça me mène à un travail acharné jour et nuit, du lundi au dimanche. Et alors, la disponibilité que j'avais envie d'avoir pour mes enfants, elle n'est pas complètement là aujourd'hui. Donc, je n'ai pas réussi encore à atteindre cet objectif-là. Je suis énormément fatiguée. Donc, je suis là physiquement. Je vais les chercher beaucoup plus tôt à l'école. C'était jamais arrivé de ma vie. Donc, elles sont hyper contentes. Et moi aussi. Mais le fait est que voilà, je suis disponible physiquement, mais pas du tout mentalement. Parce que de par cette pression il faut absolument que je réussisse, que je me mets, qu'on me met, j'ai la tête toujours dans mon projet. J'ai 1000 idées à la seconde. Je suis toujours à noter quelque chose sur mon téléphone, sur un bout de papier. Quand on regarde un film le soir, je ressors mon ordinateur parce que je me dis, mince, je suis en train de perdre du temps, je pourrais répondre à ce mail-là, je pourrais commencer à faire ça. Le week-end, c'est pareil. Donc, en fait, je passe mon temps à travailler. Donc, ça, c'est encore quelque chose qui est compliqué pour moi, c'est de gérer mon temps et la pression. Retrouver peut-être un équilibre par rapport Ouais. à ça, quoi. Et Mais puis je pense que cacher c'est. un peu le regard extérieur, ouais. Mais ce Ouais. qui est pas évident. Moi, je le comprends, ce que tu es en train de partager. Et c'est la crainte de beaucoup de personnes qui se lancent ou qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Il y a cette crainte de et ouais, mais si je réussis pas finalement. Ça, c'est un peu les questions ou les peurs que les gens me partagent. Et si je réussis pas, ben justement, si tu réussis pas, qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce que ça veut dire ne pas réussir finalement? C'est toutes ces questions à se poser parce que finalement, si ne pas réussir, c'est pas si grave par rapport à ne pas avoir de regrets. Tu vois, il y a tout ça qui se met en place, mais je comprends complètement ce que tu vis. Moi-même, quelquefois,
sur la question du temps, justement. On essaye tous au début, je pense, de se lancer dans quelque chose qui nous tient à cœur en se disant, c'est pour nous libérer du temps. Je pense qu'en effet, au bout d'un moment, on pourra se libérer du temps. Mais il faut être conscient qu'au début, ça, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup de présence, etc., etc. Oui, je pense que ça va, c'est le début, effectivement. Ça fait qu'1 an que je me suis lancée vraiment. Et enfin, voilà, genre, en tout cas, j'ose imaginer que ça ira en s'améliorant. Mais, et puis, il y a forcément un travail aussi à faire sur soi. Et c'est là où se faire accompagner, d'être entouré, pour moi, essentiel. Il y a cette année quand même quelque chose qui était assez dur pour moi, que je regrette, c'est d'avoir... je m'étais mis un challenge, je ne sais pas pourquoi, de faire tout toute seule. Oui, Et en fait, c'est super dur. C'est super dur. Déjà, la sensation d'être toute seule, c'est très, très dur. Euh, et je trouve que d'être accompagnée sur ne pas, enfin voilà, d'être accompagnée, juste être accompagnée, d'avoir quelqu'un qui connaît notre projet, qui nous soutient, qui nous écoute et avoir cette sorte de miroir de réflexion aussi pour qu'on puisse avoir un écho dans nos pensées, dans nos idées, dans nos actions. Je trouve que c'est essentiel pour quand on débute parce que effectivement, moi, cette première année-là a été très dure parce que je me suis mise moi-même un petit peu ce défi de tout faire toute seule. Et je trouve que, enfin voilà, ça a été une erreur de ma part. S'il y a quelque chose que je ferais autrement, ce serait ça, c'est de me faire plus accompagner au début et de moins. Et je pense que d'ailleurs, du coup, la pression, elle serait moindre aussi parce que partagée, parce que atténuée aussi certainement en parlant, quoi, tout simplement, et pas en gardant ça pour moi toute seule. oui, ouais, tout à fait. Après, c'est vrai que beaucoup de gens, je vérifie juste, j'entends un petit bruit façon WhatsApp, mais je crois que c'est pas Ouais, moi. c'est moi, je crois. Euh, Pardon. non, t'inquiète pas, t'inquiète pas. En fait, la plupart du temps, alors je ne sais pas si c'est une erreur ou pas, parce il y a des personnes qui arrivent à le faire sans aucun souci, donc je ne pense pas que ce soit une erreur ou pas. Mais je pense que dans notre manière de faire, alors peut-être que je me trompe, mais je trouve que c'est peut-être très français, est-ce que c'est pas très européen? Je ne sais pas. Mais le côté, si je me lance dans quelque chose, il faut que je le fasse seule parce que la réussite sera encore plus belle. Mais finalement, tu vois, est-ce que vraiment la réussite est belle si bah, ça t'a bouffé de l'énergie, ça t'a bouffé ta santé, ça t'a bouffé ton temps, ça t'a plombé, parce que tout ça plombe finalement tout ton environnement aussi, quoi. Et il y a beaucoup de personnes qui tentent souvent l'aventure seules et qui reviennent en disant bah, finalement, en fait, j'ai perdu du temps. Finalement, je pensais que j'allais avoir plus de mérite de le faire seul. Mais quand on analyse et qu'on voit plus tard ce qui se passe, les gens ne s'arrêtent pas sur le parcours que tu as fait. Les gens regardent souvent, oui, ok, le parcours, mais finalement, quand le résultat final est bien, ils ne vont pas te demander si tu as été accompagné, si quelqu'un te l'a fait, si, etc., etc. J'avais partagé lors d'un live que finalement, il n'y avait aucune une honte quand tu ressens le besoin d'être accompagné par des prestataires de services, par des personnes qui t'écoutent, par des soutiens extérieurs, etc. Au contraire, c'est assez booster. Et puis, ça permet d'avancer en ayant les épaules, comme tu disais, tu vois, de partager un peu le poids de tout ça et d'y voir plus clair quelquefois quand on n'y voit pas clair dans le trajet. Après, toi, c'était vraiment pas ton cas. Et c'est pour ça que je trouve ça juste génial et j'avais vraiment envie que tu sois avec nous, c'est que tu as un parcours qui est quand même assez dingue, tu vois, où tu savais très rapidement ce que tu voulais, que bah, tu t'es lancé, tu t'es posé les bonnes questions toute seule, en fait, finalement, tu vois, et c'est juste génial. Et c'est pas donné à tout le monde. Donc, c'était vraiment ça que je voulais te dire aussi. C'est bravo parce que tu l'as fait tout seul, ce parcours, et tu t'es posé toute seule les bonnes questions. Ça va très bien, du coup, avec le nom de ta société. Et justement, pour revenir sur les difficultés, les conseils que tu as donnés, donc là, tu as donné les Ouais. conseils, c'est peut-être se faire accompagner quand on en ressent le besoin, etc. Toi, tu t'es pas fait accompagner, mais comment tu es passé finalement au-dessus de tout cela? Alors, je me suis beaucoup rapprochée des gens avec lesquels je pouvais travailler
Mmh. sur d'autres projets. En fait, moi, je suis très bien pour le moment à avoir ma micro-entreprise en tant qu'individuel. Mais j'aime beaucoup aussi les énergies complémentaires. Donc, je fais pendant les vacances scolaires des stages où j'invite en fait d'autres professionnels à enrichir ce que je propose par leur propre activité. Et du coup, ça m'aide beaucoup à rester humble aussi, parce qu'on ne sait pas tout faire, effectivement. Et donc, quand je fais, par exemple, un stage où dedans, j'ai un stage d'orientation pour aider les jeunes à s'orienter dans leur parcours scolaire, et que j'ai un module gestion du stress, je fais venir une sophrologue. Quand j'ai un module secteur et filière pro, je fais venir un conseiller d'orientation, parce qu'effectivement, on ne peut pas être bon partout. Et je trouve que en développant son réseau comme ça, en trouvant des personnes avec qui on peut travailler, déjà, on a un sentiment aussi de travail en équipe et d'objectifs communs à atteindre qui est assez satisfaisant. Et on se sent moins seul. Il y a aussi beaucoup de ça. Et, euh, et donc voilà, je trouve que être entrepreneur, ça ne veut pas dire travailler tout seul. Ouais. Et ça peut être un lien très rapide, trop rapide, et ça serait dommage de penser ça. Par exemple, il y a d'autres animateurs d'ateliers philo dans ma région. Alors, on me dit souvent, oh là là, fais attention, du coup, surveille ce qu'il fait. Ben non, en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décroché mon téléphone et je lui dis, viens, on va boire un café. Et comme ça, on peut discuter de ce qu'on fait tous les deux, peut-être trouver des synergies, faire des choses ensemble. Peut-être on fait la même chose et du coup, on essaye de voir comment moi, je peux parler de toi et toi, tu peux parler de moi. En tout cas, je pars de ce principe-là que de se regarder en chien de faïence tous comme ça, il y a de la place pour tout le monde. Ça ne peut pas fonctionner si on part du principe où on est tous concurrents. Pour le moment, je n'ai pas dans le souvenir qu'il y ait une personne qui n'ait pas répondu à mon appel d'aide, de prendre un café ou de synergie. Et à chaque fois que je l'ai fait, ça a très très bien marché. Donc voilà, si j'ai un conseil à donner, si on a envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est non seulement, effectivement, si on en a besoin, de ne pas hésiter à se faire accompagner, donc ça on en a parlé, mais aussi à élargir son réseau et à trouver des personnes avec qui on peut travailler. Et de ne pas partir du principe qu'on peut tout faire tout seul et que ça sera mieux si on est tout seul. Moi, je trouve que voilà, il y a dans le groupe, dans l'esprit de groupe, il y a forcément une énergie qui est décuplée et des compétences aussi, du coup, qui sont enrichies. Donc, ça serait dommage de passer à côté, de faire les choses seules. Après, oui, il y a une dernière chose aussi, pardon, sur les conseils, que là, pour le coup, c'est très personnel. Moi, j'ai fait, donc j'ai dit, j'avais travaillé mon projet pendant 1 an, je me suis lancée du coup l'année qui suit. En fait, quand j'ai travaillé mon projet, donc ça paraît assez évident, je pense, pour la plupart, c'est voilà, on se pose, on écrit un peu les objectifs, les résultats qu'on a envie d'atteindre, par quelle activité on va atteindre ces objectifs. Bon, c'est la base, c'est très bien. Ce que moi, j'ai pas fait et pour le coup, je regrette, c'est de tester vraiment en fait les idées. Je regrette de ne pas avoir démarré mes ateliers, d'avoir attendu en fait moi je suis très tableau Excel, hein, donc j'ai posé mon statut, après j'ai communiqué sur ce que je voulais faire et après j'ai fait mon premier atelier. En fait, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, ça n'a aucun sens, à part effectivement avoir un beau tableau Excel dans l'ordre hiérarchique des choses. Et je regrette d'avoir fait ça. J'aurais dû en fait tester des ateliers gratuitement dans ma commune pour voir déjà si ça me plaisait d'en faire autant d'affilée. Parce que finalement, voilà, je n'avais pas testé est-ce que faire 3 ateliers par jour sur toute une semaine, j'allais pas être crevée, est-ce que c'était possible tout simplement, est-ce que les familles adhèrent à l'atelier? Parce que quand on démarre, on demande souvent à nos amis, on demande à notre entourage, tout le monde trouve ça cool au final. Mais de vraiment tester son idée auprès du public et de se lancer comme si, en fait, comme pour de vrai, ça, je trouve que c'est quelque chose qu'il faut faire. C'est un peu comme ma page Facebook ou mon compte Instagram que j'ai pareil lancé en janvier quand j'ai lancé mon activité. C'est dommage parce qu'en fait, sur mon compte, je
partage ce que je pense de l'éducation, des tips sur le développement personnel. Il n'y a pas besoin d'attendre les bonnes questions pour avoir des conseils sur le développement personnel des enfants. C'est quelque chose que j'aurais pu partager bien avant. Et en fait, tout ça, pourquoi? Tout ça pour affiner aussi son projet et pas attendre en fait de l'affiner pendant qu'on le lance. Le nombre de fois, mais alors si tu savais Corinne, le nombre de fois que j'ai modifié mon site internet parce que je me dis ah non ce mot-là il est mieux, ah non ce terme-là en fait il explique un petit peu plus ce que je veux, ah non je vais changer l'atelier et je me dis mais pourquoi j'ai fait ça maintenant? Pourquoi j'aurais pu réfléchir à tout ça bien en amont? Alors ça demande du temps, ça demande bien évidemment de l'engagement. Mais je trouve que c'est nécessaire. Vraiment, si j'ai un conseil à donner, c'est de ne pas attendre son statut officiel, son idée lancée pour pouvoir le tester vraiment et se permettre des ajustements en amont et voilà, et en fait finalement gagner un peu de temps aussi parce qu'il faut pas se leurrer. Moi par exemple mon cas c'est que aujourd'hui je joue sur mon statut de chômage en France pour pouvoir m'aider à me lancer et c'est pas éternel. Oui. On a forcément à un moment donné aussi la réalité qui nous rattrape, pardon. Et il faut savoir jouer avec. Donc voilà, essayer de décaler un petit peu le lancement de son projet pendant qu'on est encore dans son ancien projet. C'est pas incompatible et je pense que c'est une bonne idée. Ok, bah super, super pour les partages. Donc j'entends synergie, co-création, et puis j'entends aussi finalement tester quoi. Tester, ne pas attendre que peut-être tout soit fait parfaitement pour le faire, mais tester à chaque fois qu'on a quelque chose et ajuster, ajuster bien avant le lancement officiel du projet. C'est ce que j'entends. Ok, bon, top, top. Super, super bon conseil. Par rapport à ça, je suis en train de voir qu'on est en train d'arriver sur la fin de l'interview. Si jamais demain, voilà, c'était à refaire, qu'est-ce que tu ferais? Est-ce que tu le referais? Est-ce que tu te dis non, peut-être pas? Est-ce que tu le referais autrement? Voilà. Je le referai sans hésitation. Aujourd'hui, je vis ma meilleure vie. je me sens complètement alignée avec moi et c'était pas arrivé depuis très très longtemps. Je crois depuis mon tout début en fait, depuis tout début, mon premier poste. Et j'ai l'impression de me retrouver vraiment dans moi-même en fait, dans ce que je fais. Et c'est très très appréciable. On en oublie en fait cette sensation de se retrouver. Donc je le referai sans hésiter. Pas forcément plus tôt parce que encore une fois, c'était mon moment et je l'ai pris. Donc il ne faut pas se louper ce moment-là. Donc posez-vous effectivement les bonnes questions au bon moment sans trop attendre parce que je pense qu'il faut savoir s'écouter et quand on vous dit que c'est maintenant, faut oser. Et si c'était à refaire, non, je pense que je ne changerais pas grand-chose, mis à part effectivement peut-être tester avant pour moins subir la fatigue de cette année et de mes nombreux changements. C'est peut-être aussi ça très, très intrinsèque, c'est peut-être lié uniquement à ma personnalité, mais en tout cas, je changerais ça. Je le lancerai au même moment, je ferai exactement la même chose, mais je testerai mes ateliers avant. Après, c'est vrai que c'est une année particulière qui n'est pas évidente en plus pour les lancements de projets, etc. Et c'est pour ça que d'autant plus chapeau pour ce lancement cette année, quoi. Et de n'avoir finalement aucun regret de l'avoir lancé. Parce que de ce que j'entends, de ce que tu me partages, c'est que finalement, malgré la fatigue que tu nous as partagée, malgré certains regrets, c'est pas des regrets, mais du fait d'avoir testé, que c'était mieux de tester avant, finalement, ce que j'entends, c'est que c'est tellement bien de se retrouver vraiment, réellement qui on est dans notre métier de tous les jours qu'on en oublie ces difficultés qu'on a à côté, quoi. Complètement. Ouais, c'est ce que j'entends. Ouais. Bon, en tout cas, top. Merci beaucoup pour ton partage. Merci Corinne, c'était super ce moment avec toi. Est-ce que tu aurais d'autres choses à rajouter? Puis moi, je vais voir un petit peu dans les commentaires s'il y a des questions.
Non, écoute, de toute façon, je suis disponible pour tous ceux qui ont des questions, soit sur mon activité, soit sur mon parcours. Je mettrai Et je mettrai le lien, les bonnes questions dans le live. Je rajouterai tout ça, tous tes liens. Comme ça, les personnes qui ont envie de te contacter pourront te contacter en direct et il n'y a aucun Et souci. puis, moi, je trouve que ces témoignages de parcours c'est vraiment une chouette idée. Je vais suivre de très près ce que tu proposes et merci à toi pour ce moment. Mais vraiment avec plaisir. C'était très riche. Merci beaucoup, Fanny. Je vois qu'il n'y a Salut. pas, il y a pas de questions, donc on se dit à très vite. Et puis voilà, je mettrai tous les liens. Donc pour tous ceux qui regardent le replay ou ceux qui sont en live et qui n'osent pas poser des questions, n'hésitez pas à nous poser des questions à Fanny ou à moi. Salut. Merci, ciao. Bye.